Le ciel gris pâle s'étendait à l'infini quand Héloïse fut abandonnée au bord de cette route rurale, son corps épuisé, son ventre lourd et ses pieds gonflés couverts de poussière. Il n'y avait ni panneau, ni promesse, ni direction. Seulement le bruit du moteur d'une vieille voiture qui s'éloignait et la chaleur étouffante des terres arides de Saint-Alban sur Limagnole. Elle n'avait plus ni papier, ni alliance, ni nom de famille. Il ne restait que ce corps fatigué et une valise en tissu contenant quelques vêtements et des espoirs brisés. Comment en était-elle arrivée là? Cette question martelait son esprit tandis qu'elle contemplait le paysage désolé. 3 mois plus tôt, elle vivait encore dans son petit appartement parisien, attendant sereinement l'arrivée de son enfant. Puis tout avait basculé. Son mari, Pierre, avait disparu dans des circonstances mystérieuses, laissant derrière lui des dettes et des menaces voilées. Des hommes en costume étaient venus frapper à sa porte, réclamant de l'argent qu'elle n'avait pas. Ils parlaient de contrats non respectés, d'affaires louches auxquelles Pierre aurait été mêlé à son insu. Pendant un moment, elle resta immobile, comme si son histoire avait été suspendue à cet instant entre l'abandon et la douleur. Le vent chaud soulevait la poussière autour d'elle, créant des tourbillons qui semblaient danser une mélodie mélancolique. Au loin, elle distinguait les contours flous d'un village perché sur une colline, ses toits de tuiles rouges brillant sous les derniers rayons du soleil couchant. Les premières contractions la prirent par surprise, une douleur sourde qui irradiait dans tout son ventre, lui coupant le souffle. « Non, pas maintenant, pas ici », pensa-t-elle avec désespoir. Mais son corps ne l'écoutait plus, avec difficulté. Elle se traîna jusqu'à un arbre tordu au bord du chemin, un rameau encore résistant au milieu de ce paysage aride. Ses mains tremblantes caressèrent l'écorce rugueuse, y trouvant un réconfort inattendu. Quand les douleurs s'intensifièrent, le monde sembla se rétrécir autour d'elle. Il n'y avait plus que cette souffrance lancinante, ce besoin primitif de donner la vie malgré l'adversité. Là, sous l'ombre clairsemée, au milieu des fourmis, de la terre sèche et des pierres, Héloïse donna naissance toute seule, criant vers un ciel qui ne répondait pas. Ses larmes se mélangeaient à la sueur, tandis qu'elle luttait contre l'épuisement qui menaçait de l'emporter. Le bébé naquit dans le silence, transpire, fragile mais vivant. Quand les pleurs de l'enfant brisèrent le vide environnant, elle tenta de sourire malgré la douleur. Ses doigts tremblants caressèrent le petit visage fripé, comptant les minuscules ongles. Émerveillant de ce miracle au cœur de tant de désolation. Mais l'épuisement fut plus fort et elle s'évanouit, son fils encore attaché à son corps par le cordon ombilical, tous deux vulnérables sous l'immensité du ciel provençal. Tout devint noir. Dans son inconscience, elle rêva de Pierre, de leur première rencontre dans ce café près de la Seine, de ses promesses d'amour éternel. Elle revit leur mariage modeste mais plein de joie, leur projet d'avenir, leur discussion tardive sur le prénom de leur enfant. Comme tout cela semblait loin maintenant, comme un rêve appartenant à une autre vie. Lorsqu'elle reprit conscience, des heures plus tard, elle se trouvait dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Le plafond était fait de poutres de bois vieillies. Il y avait une odeur de feuilles brûlées et le son distant de pas sur un plancher qui craquait. Elle était allongée dans un lit simple, recouverte d'une couverture épaisse qui sentait la lavande et le thym. À côté d'elle, le bébé dormait paisiblement, enveloppé dans un linge propre à l'intérieur d'un panier en osier. Sa première sensation fut de soulagement. Son enfant était sain et sauf, respirant calmement dans son sommeil. La seconde fut de méfiance. Qui l'avait amené ici? Pourquoi? Dans quel but? Son cœur se mit à battre plus vite, tandis qu'elle scrutait la pièce modeste mais propre. Des meubles anciens, une cheminée éteinte, une fenêtre donnant sur une cour où poussaient quelques herbes sauvages. Pas de luxe, mais une simplicité qui contrastait avec le chaos de sa vie récente. Le silence ne tarda pas à être brisé par des pas qui s'approchaient. L'homme qui vivait dans cette cabane apparut dans l'embrasure de la porte. Il était grand, mince, avec une expression dure et un regard silencieux.
Ses cheveux bruns étaient parsemés de fils argentés et une cicatrice fine courait le long de son avant-bras gauche. Il s'appelait Matisse, apprit-elle plus tard, mais pour l'instant, il ne se présenta même pas. Il ne souriait pas, ne posait pas de questions non plus. Il se contentait d'agir avec une efficacité silencieuse qui intriguait autant qu'elle rassurait. Il préparait le feu dans la cheminée, coupait du bois dans la cour, déposait de la nourriture sur la table sans un mot. Il ne s'expliquait pas sur les raisons qui l'avaient de pousser à la sauver et elle n'osait pas demander. C'était comme si, dans cet endroit reculé, les mots avaient été remplacés par des gestes, la parole par l'action. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de donner « j'aime ». Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. Les premiers jours dans la cabane de Matisse S. écoulèrent dans une étrange routine silencieuse. Héloïse commença peu à peu à reconnaître les petits rythmes de cette maison isolée. Le bois était toujours coupé à l'aube, quand les premiers rayons du soleil perçaient à travers les volets de bois brut. Les feuilles sèches étaient brûlées au crépuscule, créant une fumée parfumée qui flottait autour de la propriété comme un encens naturel. Le linge du berceau improvisé était changé avant que la première étoile n'apparaisse dans le ciel provençal. Matisse sortait tous les jours tôt et revenait à la même heure, apportant des racines sauvages, du lait de chèvre frais ou simplement ses silences habituels. Il n'y avait pas de photos sur les murs, pas de vestiges d'autres histoires personnelles, seulement des marques du temps sur les meubles anciens et un collier de bois suspendu à un crochet près de la porte, fait de perles simples et d'une croix sculptée à la main. Ce détail intriguait Héloïse, car il contrastait avec la rudesse apparente de son hôte. Un matin, alors qu'elle donnait le sein à son fils près de la fenêtre, elle observa Matisse qui travaillait dans la cour. Ses gestes étaient précis, économes, comme ceux d'un homme habitué à la solitude. Mais il y avait quelque chose dans sa façon de regarder furtivement vers la maison, vers elle, qui trahissait une préoccupation qu'il s'efforçait de cacher. Qui était vraiment cet homme ? Pourquoi l'avait-il secouru sans poser de questions? Ces interrogations tournaient dans son esprit comme un manège sans fin. Le mystère S épaissit avec l'arrivée d'Océane, une fillette muette aux yeux attentifs qui apparut un matin en accompagnant Matisse après une de ses sorties au village. L'enfant, visiblement orpheline, ne parlait pas mais semblait comprendre tout ce qui se passait autour d'elle. Elle avait peut-être 8 ou 9 ans, des cheveux châtains tressés avec soin et des vêtements propres mais rapiécés qui témoignaient d'une vie modeste. Océane s'asseyait délicatement à côté du bébé, fabriquait des jouets avec des feuilles pliées selon des techniques ancestrales et parfois dessinait sur le sol des symboles que Héloïse ne comprenait pas. Ces dessins ressemblaient à des cartes, avec des lignes qui serpentaient et des croix marquées à des endroits précis. La fillette était devenue une présence constante, presque invisible, tant elle se déplaçait silencieusement, mais essentielle à l'équilibre fragile de cette étrange famille improvisée. À mesure que Héloïse récupérait physiquement de son accouchement difficile, le silence environnant commençait à peser différemment sur ses épaules. Ce N était plus seulement l'absence de mots, mais une tension palpable, comme si des secrets non dits flottaient dans l'air de la cabane. Elle remarquait des détails troublants, la façon dont Matisse scrutait l'horizon chaque soir avant de rentrer, les regards qu'échangeait le villageois qui lui apportait parfois des provisions, l'attitude protectrice d'Océane envers le bébé. Un après-midi, pendant qu'elle étendait des linges dans la petite cour, elle découvrit une enveloppe enterrée près de l'arbre qui ombrageait l'avant de la maison. Ses mains tremblèrent en la déterrant, car quelque chose lui disait que cette découverte allait changer sa perception des choses. À l'intérieur, elle trouva une lettre ancienne, raturée, écrite par quelqu'un qu'elle connaissait bien. Son cœur se serra quand elle reconnut, elle, écriture de Pierre, son défunt mari. C était un billet d'adieu, daté d'avant sa disparition mystérieuse, où il demandait que personne ne la recherche. Mais le détail qui la troubla le plus fut le nom de Matisse écrit au bas de la page, accompagné d'une adresse
qui correspondait exactement à l'endroit où elle se trouvait maintenant. Comment Pierre connaissait-il Matisse? Pourquoi avait-il écrit cette adresse? Sa rencontre avec cet homme était-elle vraiment due au hasard? Elle ne confronta pas immédiatement Matisse avec cette découverte. Cette nuit-là, elle l'observa plus attentivement, tandis qu'il alimentait le feu, comme si elle tentait de déchiffrer un langage invisible gravé sur son visage buriné. Il y avait dans ses yeux sombres une profondeur qu'elle n'avait pas remarquée auparavant, une tristesse ancienne qui semblait faire écho à sa propre douleur. D'autres petites découvertes commencèrent à émerger au fil des jours. Une cloche distante sonnait toujours au crépuscule, et son bébé, même endormi, souriait chaque fois qu'il entendait ce son mélodieux. C était comme si cette mélodie réveillait en lui des souvenirs qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Océane, elle aussi, semblait réagir à cette cloche, en levant les yeux vers les collines environnantes, avec une expression nostalgique. Un matin, Matisse revint de ses errances, avec la chemise déchirée et les yeux cernés, portant une carte ancienne tachée d'encre. Il ne donna aucune explication, se contentant de laisser le papier sur la table avant de ressortir sans un mot. Quand Héloïse déplia la carte, elle découvrit le dessin d'une grotte marquée d'un X rouge. Le tracé semblait indiquer un chemin à travers la forêt de chênes qui s'étendait derrière la cabane. Cette découverte éveilla en elle une curiosité plus forte que sa prudence. Elle décida de suivre ce chemin le jour suivant, portant son fils dans ses bras. Le sentier serpentait entre les arbres centenaires, bordés de lavandes sauvages et de romarins qui embaumaient l'air matinal. Plus elle s'enfonçait dans la forêt, plus elle avait l'impression de marcher vers son destin, vers des réponses qu'elle cherchait depuis si longtemps. Le chemin vers la grotte serpentait à travers une forêt de chênes centenaires dont les branches formaient une voûte naturelle au-dessus de Héloïse. Son fils dormait paisiblement dans ses bras, bercé par le rythme régulier de ses pas sur le sentier tapissé de feuilles mortes. L'air embaumait la lavande sauvage et le romarin, créant un parfum enivrant qui contrastait avec l'angoisse grandissante qu'elle ressentait à chaque pas. Après une heure de marche, elle arriva devant l'entrée de la grotte marquée sur la carte. L'ouverture était plus large qu'elle ne l'avait imaginé, encadrée par des formations rocheuses qui semblaient avoir été sculptées par des siècles d'érosion. Une fraîcheur naturelle s'échappait de l'intérieur, apportant un répit bienvenu à la chaleur de cette fin d'après-midi provençale. Héloïse hésita un instant avant de pénétrer dans la cavité. La lumière du jour filtrait faiblement à l'intérieur, créant des jeux d'ombre sur les parois rocheuses. Elle utilisa la lampe de poche qu'elle avait trouvée dans la cabane de Matisse pour éclairer les recoins obscurs. Ce qu'elle découvrit alors la figea sur place. Des noms gravés dans la pierre, certains anciens et presque effacés, d'autres plus récents et parfaitement lisibles. Parmi ces inscriptions, elle reconnut son propre nom et celui de Matisse, gravés côte à côte avec une date antérieure à sa naissance. Comment était-ce possible? Son cœur se mit à battre plus fort tandis qu'elle passait ses doigts tremblants sur les lettres sculptées dans la roche. À côté de ces noms, elle découvrit aussi celui de Pierre, accompagné d'une date qui correspondait à l'année de leur rencontre à Paris. Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale, mais elle ne s'enfuit pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne voulait pas fuir. Il y avait dans cette grotte une vérité qu'elle devait découvrir, peu importe à quel point elle pourrait être troublante. Elle continua à explorer la cavité, découvrant d'autres inscriptions. Des dessins primitifs qui semblaient raconter une histoire complexe de familles liées par le destin. Sur une paroi plus profonde de la grotte, elle trouva une fresque rudimentaire mais émouvante. Des silhouettes représentant un homme, une femme et un enfant, entourés de symboles qu'elle commençait à reconnaître. Ces étaient-elles les mêmes que ceux qu'Océane dessinait sur le sol de la cabane? Cette fillette muette connaissait-elle l'existence de cette grotte? Était-elle au courant des secrets qui semblaient lier leur destin? En ressortant de la grotte, Héloïse remarqua qu'Océane l'attendait. Assise sur un rocher près de l'entrée, la fillette la regardait avec ses grands yeux sombres, comme si elle avait su qu'elle viendrait ici.
Sans un mot, Océane se leva et lui fit signe de la suivre vers un autre sentier qu'Héloïse n'avait pas remarqué auparavant. Ce nouveau chemin menait à une clairière cachée où se dressait une petite chapelle abandonnée. Les murs de pierre étaient couverts de lierre et le toit s'effritait par endroits, laissant passer des rayons de soleil qui illuminaient l'intérieur poussiéreux. Océane poussa la porte grinçante et entra sans hésitation, invitant Héloïse à la suivre. À l'intérieur de la chapelle, sur l'autel de marbre fissuré, étaient disposés des objets qui racontaient une histoire, des photos jaunies, des lettres attachées par un ruban rouge, et au centre, un collier identique à celui que portait Matisse. Héloïse s'approcha avec précaution, son fils toujours endormi dans ses bras. Les photographies montraient des visages qu'elle commençait à reconnaître. Il y avait Matisse, beaucoup plus jeune, aux côtés d'une femme qui lui ressemblait étrangement. Était-ce sa sœur, celle dont il avait mentionné le collier? Sur d'autres clichés, elle reconnut Pierre, également plus jeune, souriant à côté d'un homme qui avait les mêmes traits que Matisse. Les ressemblances étaient troublantes, comme si leur famille avait été liée bien avant leur rencontre à tous. Océane s'approcha d'elle et, pour la première fois, tenta de communiquer par geste. Elle montra les photos, puis Héloïse, puis elle-même, comme si elle essayait d'expliquer les liens qui les unissaient tous. La fillette prit ensuite une des lettres et la tendit à Héloïse. L'enveloppe portait le nom de Matisse, écrit de la même main que la lettre qu'elle avait trouvée enterrée près de la cabane. En lisant cette correspondance, Héloïse découvrit des fragments d'une histoire familiale complexe. Pierre et Matisse étaient cousins, séparés par une querelle ancestrale qui avait divisé leur famille des décennies auparavant. La lettre parlait de réconciliation, de secrets gardés trop longtemps et d'une promesse faite de protéger ceux qu'ils aimaient, même au prix de leur propre bonheur. Soudain, tout commençait à prendre sens. L'abandon sur cette route particulière, la présence providentielle de Matisse, sa connaissance de la situation de Pierre, rien de tout cela était dû au hasard. Son mari avait organisé sa fuite, sachant qu'il ne pourrait pas l'accompagner dans cette nouvelle vie. Il avait fait confiance à son cousin pour la protéger, elle et leur enfant à naître. Les larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle comprenait enfin l'ampleur du sacrifice de Pierre. Il avait renoncé à sa famille pour la sauver des dangers qui le menaçaient. Matisse, de son côté, avait accepté cette responsabilité par loyauté familiale, mais aussi par quelque chose de plus profond qu'elle commençait à percevoir dans ses regards discrets. Océane s'approcha d'elle et, dans un geste d'une tendresse inattendue, essuya ses larmes avec sa petite main. Pour la première fois, la fillette esquissa un sourire, comme si elle était soulagée que la vérité commence enfin à éclater. Elles restèrent là, dans cette chapelle chargée d'histoire, pendant que le soleil déclinait lentement derrière les arbres. Le retour vers la cabane se fit dans un silence différent, chargé de compréhension mutuelle. Héloïse savait maintenant qu'Océane était bien plus qu'une orpheline recueillie par Matisse. Elle était la gardienne de ses secrets familiaux, celle qui avait été choisie pour guider les protagonistes vers la vérité quand le moment serait venu. De retour à la cabane, Héloïse trouva Matisse assis sur le perron, sculptant un morceau de bois avec une concentration intense. Il leva les yeux vers elle quand elle s'approcha, et pour la première fois depuis son arrivée, elle crut voir une vulnérabilité dans son regard. Il avait dû deviner qu'elle avait découvert quelque chose d'important dans la forêt, car ses mains s'immobilisèrent sur l'outil de sculpture. « Tu es allé à la grotte », dit-il simplement, sans que ce soit une question. Sa voix grave portait une résignation qui trahissait des années de secrets gardés. Océane S. était éloigné discrètement vers la basse-cour, laissant les deux adultes face à leur vérité non dite. Héloïse s'assit à côté de lui, berçant doucement son fils, qui commençait à s'agiter. « Pierre était ton cousin », murmura-t-elle, observant le profil buriné de Matisse dans la lumière dorée du crépuscule. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Un long silence s'installa entre eux, troublé seulement par le chant des cigales et les pépiments lointains des oiseaux qui regagnaient leur nid.
Matisse reprit son travail de sculpture, ses gestes précis révélant peu à peu la forme d'un petit cheval de bois. « Parce que certaines vérités font plus de mal que de bien », répondit-il finalement. « Pierre voulait que tu recommences ta vie sans être hanté par le passé. Mais Héloïse naine était plus la femme fragile et effrayée qu'il avait recueillie quelques semaines auparavant. L'accouchement dans la nature, la découverte de la grotte et de la chapelle l'avaient transformée. « J'ai le droit de connaître toute l'histoire », insista-t-elle avec une fermeté nouvelle dans la voix. « Raconte-moi ce qui s'est vraiment passé avec Pierre. » Matisse posa son couteau et regarda au loin vers les collines qui se teintaient de pourpre sous le soleil couchant. « Nos familles étaient unies autrefois, commença-t-il d'une voix lasse. Mon père et le sien étaient frères, associés dans une entreprise de transport qui marchait bien. Mais il y a 20 ans, une sombre affaire a tout fait basculer. » Il marqua une pause, comme s'il pesait chaque mot. Pierre a découvert que certains de nos clients utilisaient nos camions pour des activités illégales. Quand il a voulu tout dénoncer, des menaces ont commencé à pleuvoir sur nos familles. Mon père a été contraint de fermer l'entreprise et Pierre a dû quitter la région pour se protéger. Héloïse sentit son cœur se serrer en imaginant son mari jeune homme fuyant sa famille pour survivre. C'est à ce moment qu'il est parti à Paris? Oui, confirma Matisse en reprenant sa sculpture. Il a changé d'identité, s'est construit une nouvelle vie. Nous avons perdu contact pendant des années. Puis, il y a 6 mois, il m'a écrit. Il disait qu'il était marié, qu'il allait être père, mais que le passé l'avait rattrapé. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans l'esprit de Héloïse. Les hommes en costume qui étaient venus frapper à sa porte, les dettes mystérieuses, la disparition soudaine de Pierre. Tout était lié à cette ancienne affaire qui continuait à poursuivre leur famille. Il savait qu'il finirait par te retrouver, continua Matisse. Alors, il a préparé ta fuite. Il m'a donné cette adresse, m'a supplié de te protéger si quelque chose lui arrivait. Il voulait que son enfant grandisse en sécurité, loin de toute cette violence. Des larmes silencieuses coulaient sur les joues de Héloïse, tandis qu'elle comprenait l'ampleur du sacrifice de son mari. « Il savait qu'il ne pourrait pas s'échapper cette fois », murmura-t-elle. Matisse hocha la tête, ses mains tremblant légèrement sur le bois qu'il sculptait. « Les dernières nouvelles que j'ai eues parlaient d'un règlement de compte à Paris. Pierre avait réussi à t'emmener loin de la ville, mais ils l'ont rattrapé avant qu'il puisse te rejoindre ici. » Le bébé dans les bras d'Héloïse commença à pleurer, comme s'il ressentait la tristesse de sa mère. Elle le berça doucement, réalisant que cet enfant ne connaîtrait jamais son père, mais qu'il porterait en lui l'héritage d'un homme courageux qui avait tout sacrifié pour sa famille. « Et Océane ?» demanda-t-elle en voyant la fillette revenir vers eux avec un panier d'œufs frais. « Quel est son rôle dans tout cela ?» Le visage de Matisse s'adoucit quand il regarda l'enfant. « Elle est la fille de ma sœur Céleste, celle dont je porte le collier. Céleste est partie quand Océane était bébé. Incapable de supporter la pression et les menaces constantes, elle m'a confié sa fille avant de disparaître définitivement. » Océane s'approcha d'eux et tendit un œuf encore tiède à Héloïse, qui y vit un geste symbolique de renouveau et d'espoir. La fillette avait perdu sa mère comme le bébé avait perdu son père, mais ici, dans cette cabane isolée, ils formaient une famille atypique unie par les épreuves. C'est pour cela qu'elle ne parle pas, s'enquit Héloïse avec douceur. « Le choc de l'abandon », expliqua Matisse, mais elle comprend tout et elle a développé sa propre façon de communiquer. Elle connaît tous les secrets de la famille parce que Céleste lui racontait nos histoires avant de partir. Cette révélation expliquait pourquoi Océane avait su la guider vers la grotte et la chapelle. La fillette était la mémoire vivante de leur lignée, celle qui préservait les liens brisés par les circonstances. Alors que la nuit tombait sur la Provence, Héloïse regardait cette famille recomposée par le destin. Matisse, l'homme silencieux qui avait accepté de protéger la veuve de son cousin par loyauté et par quelque chose de plus profond qu'il n'osait pas encore nommer. Océane, la gardienne des secrets qui guidait les autres vers la vérité, et elle-même, la jeune mère qui découvrait peu à peu sa force intérieure.
Il y a autre chose que tu dois savoir, dit Matisse en montrant la petite figurine de cheval qu'il venait de terminer. Ton fils, il a une marque de naissance particulière. Héloïse découvrit le bras de son bébé et y vit effectivement une tache claire en forme de croissant, identique à celle qu'elle venait de remarquer sur l'avant-bras de Matisse. Cette marque héréditaire était la preuve tangible que leur famille était destinée à se retrouver. Que ce petit garçon portait en lui l'héritage de générations d'hommes et de femmes qui avaient lutté pour protéger ceux qu'ils aimaient. « Comment l'appellerons-nous » demanda Matisse, utilisant pour la première fois le pronom « nous » qui incluait Héloïse dans ses projets d'avenir. Elle regarda le visage paisible de son fils, puis celui de l'homme qui était devenu bien plus qu'un protecteur. « Gabriel » répondit-elle, « comme l'archange messager, est celui qui annonce les bonnes nouvelles. » Les semaines qui suivirent cette conversation bouleversante furent marquées par une transformation subtile mais profonde dans l'atmosphère de la cabane. Matisse avait commencé à parler davantage, racontant à Héloïse des anecdotes sur Pierre Enfant, leurs aventures communes dans les collines de Provence avant que la tragédie ne sépare leur famille. Ces récits apaisaient le cœur meurtri d'Héloïse, lui permettant de découvrir un Pierre qu'elle n'avait jamais connu. Gabriel grandissait rapidement et sa présence semblait apporter une joie nouvelle à la maisonnée. Océane avait développé une relation particulière avec le bébé, lui fredonnant des mélodies silencieuses que seul lui semblait comprendre. Quand elle le berçait, ses lèvres remuaient doucement, comme si elle lui transmettait des secrets ancestraux que les mots ne pouvaient exprimer. Un matin, Matisse annonça qu'il devait se rendre au village pour régler des affaires importantes. « Je vais officialiser ta présence ici », expliqua-t-il à Héloïse. « Tu as besoin de nouveaux papiers et Gabriel doit être déclaré. Il est temps que vous existiez officiellement dans cette nouvelle vie. » Cette démarche marquait un tournant symbolique. Héloïse N était plus une fugitive cachée dans la nature sauvage, mais une femme qui choisissait de s'enraciner quelque part. Elle accompagna Matisse au village, portant Gabriel dans un porte-bébé artisanal qu'Océane avait confectionné avec des tissus colorés. Saint-Alban-sur-Limagnole se révéla être un petit bourg authentique où les maisons de pierre blonde S étalaient autour d'une place centrale ombragée par de vieux platanes. Les habitants, d'abord méfiants envers cette étrangère, se montrèrent progressivement plus accueillants quand ils comprirent qu'elle était sous la protection de Matisse, respectée pour son honnêteté et son travail acharné. À la mairie, un fonctionnaire bienveillant les aida à constituer le dossier d'Héloïse. Matisse avait préparé une histoire crédible. Elle était une cousine éloignée venue s'installer en Provence après avoir perdu son mari dans un accident. Les papiers de Pierre, habilement modifiés, appuyaient cette version. Gabriel fut déclaré sous le nom de Dubois, celui de Matisse, marquant ainsi son entrée officielle dans cette lignée familiale recomposée. « Oh, Madame Dubois », dit le maire en lui serrant la main, « bienvenue dans notre commune. J'espère que vous vous plairez parmi nous. » Ce nouveau nom résonna étrangement aux oreilles de Héloïse, mais elle y entendait aussi une promesse de renouveau. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent chez le médecin du village, un homme âgé aux cheveux blancs qui examina Gabriel avec attention. « Oh, c'est un beau garçon !» déclara-t-il avec satisfaction, robuste et en parfaite santé. « Cette marque de naissance sur son bras, c'est héréditaire dans votre famille ?» demanda-t-il à Matisse. « Oui », répondit ce dernier simplement. « Tous les hommes de notre lignée la portent. » Le médecin hocha la tête avec intérêt. « Fascinant. J'ai déjà vu cela dans certaines familles provençales très anciennes. C'est comme un sceau génétique qui traverse les générations. » Cette remarque renforça le sentiment de Héloïse que Gabriel était vraiment à sa place dans cette famille adoptive. La nature elle-même semblait avoir orchestré leur rencontre, marquant son fils du signe de reconnaissance de sa nouvelle lignée. De retour à la cabane, ils trouvèrent Océane qui avait préparé une surprise. Elle avait planté un petit jardin potager derrière la maison, avec des rangées soigneuses de tomates, de courgettes et d'herbes aromatiques.
Au centre, elle avait disposé des pierres formant un cercle autour d'un jeune olivier qu'elle avait déterré quelque part dans la nature. « C'est pour Gabrielle », expliqua Matisse en interprétant les gestes expressifs de la fillette. Elle dit que chaque enfant doit avoir son arbre, que c'est une tradition de la famille. Émue par cette attention, Héloïse s'agenouilla près du petit olivier et y déposa délicatement Gabrielle, encore endormie. L'image était saisissante, ce nouveau-né posé près de l'arbre qui grandirait avec lui, symbole d'enracinement et de continuité. Océane sortit alors un petit appareil photo ancien et immortalisa ce moment, ajoutant cette image aux archives familiales qu'elle conservait précieusement. Les jours écoulaient maintenant dans une routine apaisante qui contrastait avec le chaos de la vie précédente d'Héloïse. Elle apprenait à connaître les rythmes de la nature provençale, à reconnaître les plantes sauvages comestibles que Matisse lui montrait lors de leur promenade. Elle découvrait aussi ses propres talents. Elle excellait dans la confection de pain, savait repriser les vêtements avec une habileté surprenante, et Gabrielle semblait s'épanouir sous ses soins attentifs. Un soir, alors qu'ils dînaient tous ensemble sur la terrasse improvisée devant la cabane, Océane fit quelque chose d'extraordinaire. Elle prit la main d'Héloïse et celle de Matisse, les réunit au-dessus de la table, puis y plaça délicatement la petite main de Gabrielle. Ce geste spontané créa un moment de communion intense, comme si la fillette muette venait de célébrer symboliquement leur union familiale. « Dont elle a raison », murmura Matisse en regardant Héloïse avec une tendresse nouvelle. « Nous formons vraiment une famille maintenant. » Cette déclaration fit battre le cœur d'Héloïse plus vite. Depuis quelques semaines, elle avait remarqué que les regards de Matisse s'attardèrent sur elle avec une douceur particulière, que ses gestes se faisaient plus protecteurs, plus intimes. Elle-même ressentait pour lui une affection qui dépassait la simple gratitude. Cet homme taciturne et généreux était devenu indispensable à son équilibre. « Matisse, dit-elle en rougissant légèrement, je voudrais que tu saches que je ne me sens plus ici par obligation. Si je reste, c'est par choix. » Il serra sa main plus fort, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il sourit vraiment. Ce sourire transforma complètement son visage, révélant la bonté profonde qu'il cachait sous son apparence rude. Cette nuit-là, Héloïse ne dormit que d'un œil, bercée par les bruits familiers de la nature environnante. Elle pensait à Pierre, à l'amour qu'ils avaient partagé, mais aussi à cette nouvelle forme d'amour qui naissait avec Matisse, différente mais tout aussi vraie. Gabrielle dormait paisiblement dans son berceau artisanal et Océane avait installé son matelas près de la fenêtre pour veiller sur eux tous. Le lendemain matin, Matisse lui apporta un cadeau inattendu, un collier identique à celui qu'il portait, mais taillé dans un bois plus clair. « C était celui de Céleste », expliqua-t-il. « Océane pense que tu dois le porter maintenant. » En passant le collier à son cou, Héloïse sentit qu'elle franchissait un seuil symbolique. Elle était plus seulement une femme en fuite qui avait trouvé refuge chez des étrangers. Elle était devenue membre à part entière de cette lignée ancestrale. Gardienne de ses traditions et de ses secrets, Gabrielle gazouillait joyeusement dans ses bras, comme s'il approuvait cette nouvelle étape de leur vie commune. L'automne arrivait doucement en Provence, teignant les feuilles de couleur chaude et apportant une fraîcheur bienvenue après la chaleur estivale. Gabrielle avait maintenant 4 mois et commençait à réagir au visage familier avec des sourires radieux qui illuminaient la cabane. Océane avait repris le chemin de l'école du village, mais elle revenait chaque soir avec des histoires muettes qu'elle racontait par gestes, faisant rire tout le monde. La relation entre Héloïse et Matisse évoluait naturellement, faite de regards complices, de mains qui s'effleuraient lors des tâches quotidiennes et de conversations de plus en plus intimes le soir près du feu. Ils n'avaient pas encore franchi le pas de l'amour physique, respectant tous deux la mémoire de Pierre et la fragilité de leurs sentiments naissants. Un matin, alors que Héloïse étendait le linge dans la cour, elle remarqua un homme qui observait la maison depuis la lisière de la forêt. Il était trop loin pour qu'elle puisse distinguer ses traits,
mais sa posture avait quelque chose de menaçant qui la fit frissonner. Quand elle cligna des yeux, l'homme avait disparu. « Matisse !» appela-t-elle en rentrant précipitamment dans la cabane. Gabriel serré contre sa poitrine. Il y avait quelqu'un qui nous surveillait. Le visage de Matisse se durcit instantanément. Il prit ses jumelles et scruta les alentours avec une attention intense. « Je ne vois personne maintenant, » dit-il. Mais son ton inquiet trahissait ses préoccupations. « Décris-le-moi. » Héloïse lui rapporta ce qu'elle avait vu, et Matisse sembla encore plus soucieux. « Il faut être prudent, » murmura-t-il. « Je croyais que nous étions en sécurité ici, mais peut-être que le passé nous a rattrapés. » Les jours suivants furent marqués par une vigilance accrue. Matisse ne s'éloignait plus de la maison sans son fusil de chasse, et il avait installé un système d'alarme rudimentaire autour de la propriété avec des boîtes de conserve suspendues qui tinteraient si quelqu'un s'approchait la nuit. Océane, avec son instinct aiguisé, semblait elle aussi percevoir le danger, car elle restait plus près de la maison et surveillait constamment les alentours. La tension culmina un soir où Matisse ne rentra pas de sa tournée habituelle dans les bois. Héloïse l'attendit jusqu'à minuit, Gabriel endormi dans ses bras, scrutant l'obscurité par la fenêtre. Océane restait éveillée elle aussi, assise près de la porte avec un couteau de cuisine à portée de main. Vers 2 heures du matin, ils entendirent enfin des pas sur le chemin. Mais ce N n'était pas la démarche familière de Matisse. Quelqu'un approchait en essayant de ne pas faire de bruit. Héloïse éteignit rapidement toutes les lumières et serra Gabriel plus fort contre elle, le cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit lentement et une silhouette se découpa dans l'embrasure. Océane poussa un petit cri étouffé avant de se précipiter vers l'intrus. C était Matisse, mais dans un état préoccupant. Ses vêtements étaient déchirés. Il avait une coupure sur le front et ses mains tremblaient légèrement. « Que s'est-il passé ?» demanda Héloïse en se précipitant vers lui pour examiner ses blessures. « Ils étaient 3, expliqua Matisse en s'asseyant lourdement sur une chaise. Ils m'attendaient près de la source. Des hommes de la ville avec des photos de toi et de Gabriel. Ils savent que vous êtes ici. » Le sang d'Héloïse se glaça dans ses veines. Après tous ces mois de paix relative, les fantômes du passé venaient de les rattraper. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils prétendent que Gabriel est l'héritier de quelque chose que Pierre aurait caché avant sa disparition. Une somme d'argent importante ou des documents compromettants. Ils pensent dès que tu sais où c'est. Héloïse secoua la tête avec véhémence. Pierre ne m'a jamais parlé de rien de tel. S'il avait caché quelque chose, il me l'aurait dit. Non, Matisse la regarda avec une expression douloureuse. Il y a autre chose, avoua-t-il avec difficulté. Ces hommes, ils savent que nous ne sommes pas vraiment mariés. Ils menacent de contacter les services sociaux pour faire retirer Gabriel, sous prétexte que tu vis dans des conditions précaires avec un homme qui n'est pas son père. Cette menace était plus terrifiante que toutes les autres. Perdre Gabriel était impensable pour Héloïse. Elle regarda son fils endormi, si paisible dans son ignorance du danger qui les entourait, et sentit une force nouvelle naître en elle. « Alors nous devons vraiment nous marier », dit-elle avec une détermination qui surprit Matisse. « Pas seulement pour les apparences, mais pour de vrai. Gabriel a besoin d'un père, et moi j'ai besoin de toi. » Les yeux de Matisse s'humidifièrent, et il prit délicatement la main d'Héloïse. « Tu es sûre? Ce ne sera pas seulement par nécessité? » « Non, » répondit-elle, en posant sa main libre sur sa joue blessée. « Je t'aime, Matisse. Pas comme j'aimais Pierre, mais d'une manière différente, plus forte peut-être parce qu'elle est née de l'épreuve. » Océane, qui avait suivi cet échange avec attention, battit des mains silencieusement et courut chercher quelque chose dans sa chambre. Elle revint avec une petite boîte en bois qu'elle tendit à Matisse. À l'intérieur se trouvaient 2 alliances simples, visiblement anciennes. Elles appartenaient à mes grands-parents, expliqua Matisse ému. Océane les gardait en attendant le bon moment.
Le lendemain matin, malgré la menace qui planait sur eux, ils se rendirent en famille au village pour organiser leur mariage. Le maire, touché par leur histoire et sensible à l'urgence de leur situation, accepta d'accélérer les procédures. La cérémonie aurait lieu dans 3 jours, le temps nécessaire pour publier les bans. Ces 3 jours furent intenses. Mathis avait contacté ses amis chasseurs du village pour monter une surveillance discrète autour de la cabane. Héloïse préparait leur mariage avec l'aide des femmes du bourg, qui, étaient prises d'affection pour cette jeune mère courageuse. Océane confectionnait des décorations avec des fleurs sauvages et des rubans récupérés. La veille du mariage, alors qu'ils se préparaient tous à se coucher, Mathis prit Héloïse dans ses bras pour la première fois. Leur étreinte fut d'abord tendre, empreinte de toute l'émotion accumulée ces derniers mois, puis passionnés quand ils réalisèrent que demain, ils seraient vraiment mari et femme. « Je te promets de protéger Gabriel comme s'il était mon propre fils, » murmura Mathis contre ses cheveux, « et de t'aimer chaque jour davantage. » « Et moi, je promets de faire de cette cabane un vrai foyer, » répondit Héloïse. « Un endroit où notre amour pourra grandir en paix. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, ils dormirent tous profondément, rassurés par leurs promesses mutuelles et la perspective de leur union officielle. Océane avait installé le berceau de Gabriel entre leurs lits, symbole de la famille recomposée qu'ils formaient désormais. Au petit matin, le chant du coq les réveilla avec douceur. Était le jour de leur mariage, le début de leur nouvelle vie commune. Malgré les menaces qui pesaient encore sur eux, ils affronteraient ensemble tout ce qui les attendait, forts de leur amour et de leur détermination à protéger leur famille. Le matin du mariage se leva dans une atmosphère de joie mêlée d'appréhension. Héloïse revêtit une robe simple mais élégante que les femmes du village avaient confectionnée pour elle, dans un tissu blanc brodé de motifs provençaux. Océane l'aida à coiffer ses cheveux en chignon, ornés de petites fleurs de lavande, et lui passa le collier de céleste qui brillait doucement sur sa peau. Gabriel, habillé d'une petite tenue crème tricotée par une voisine bienveillante, gazouillait joyeusement dans les bras d'Océane. La fillette avait revêtu sa plus belle robe et portait une couronne de fleurs qu'elle avait tressée elle-même. Elle rayonnait de bonheur, comme si ce mariage était l'accomplissement de tous ses espoirs secrets. Mathis, dans son costume du dimanche soigneusement repassé, attendait devant la mairie avec une émotion visible. Ses amis chasseurs montaient discrètement la garde autour de la place, scrutant les alentours pour détecter toute présence suspecte. Le maire avait exceptionnellement accepté de célébrer la cérémonie tôt le matin pour éviter d'attirer l'attention. Quand Héloïse apparut au bras d'Océane, portant Gabriel, un murmure d'admiration parcourut la petite assemblée des villageois qui s'étaient rassemblés pour l'occasion. Mathis sentit son cœur s'emballer en voyant cette femme qu'il aimait s'avancer vers lui, radieuse malgré les épreuves. La cérémonie fut simple mais émouvante. Quand ils échangèrent leurs vœux, leur voix tremblait de émotion sincère. « Mathis Dubois, acceptez-vous de prendre pour épouse Héloïse et de chérir Gabriel comme votre propre fils ?»« Oui, je le veux, » répondit-il en glissant l'alliance au doigt d'Héloïse. « Héloïse, acceptez-vous de prendre pour époux Mathis Dubois et de former avec lui une famille unie dans l'amour et la protection mutuelle ?»« Oui, je le veux, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Au moment où le maire prononçait la formule consacrée, les déclarant mari et femme, un événement extraordinaire se produisit. Océane, qui n'avait jamais parlé depuis son arrivée, ouvrit soudain la bouche et prononça ses premiers mots d'une voix claire et mélodieuse. « Papa, maman, nous sommes une vraie famille maintenant. » Et l'émotion fut si intense que plusieurs personnes dans l'assistance éclatèrent en sanglots. Mathis prit Océane dans ses bras, submergé par la joie de l'entendre enfin parler. Héloïse les enlaça tous les deux, Gabriel contre sa poitrine, formant un cercle familial parfait. Mais leur bonheur fut de courte durée. Alors qu'ils sortaient de la mairie pour se rendre à la petite réception organisée au café du village, 3 hommes en costume noir les attendaient sur la place.
Héloïse reconnut immédiatement le type d'individu qui avait fait fuir Pierre de Paris. Son sang se figea. « Madame Dubois, dit l'un d'eux avec un sourire froid, nous devons parler. Votre défunt mari nous devait beaucoup d'argent et nous pensons que votre fils est la clé pour récupérer notre dû. » Mathis se plaça instinctivement devant sa nouvelle famille. Mais les hommes étaient armés et la situation semblait désespérée. C'est alors qu'Océane fit quelque chose d'inattendu. Elle sortit de sa poche un petit carnet usé et le tendit à l'homme qui semblait être le chef. « C'est quoi ça ?» gronda-t-il en prenant le carnet. « Les vrais contes de Pierre », dit Océane d'une voix assurée, parlant pour la deuxième fois de sa vie. « Maman Céleste me l'avait donné avant de partir. Elle disait que si des méchants venaient un jour, je devrais le montrer. » L'homme ouvrit le carnet et son expression changea radicalement. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de documents prouvant que Pierre avait en réalité été victime d'un chantage, qu'il avait payé bien plus qu'il ne devait, et que ses créanciers étaient impliqués dans des activités illégales. « Il y a aussi les enregistrements », ajouta Océane, en montrant un petit magnétophone dissimulé dans sa poche. Pierre les avait confiés à Maman Céleste pour nous protéger. Tout est là, vos menaces, vos vrais noms, vos magouilles. Les trois hommes comprirent immédiatement qu'ils étaient pris au piège. Ces enregistrements pouvaient les envoyer en prison pour des années. Après un moment de flottement, ils tournèrent les talons et disparurent rapidement, sachant qu'ils ne pourraient plus jamais embêter cette famille sans risquer l'exposition de leurs crimes. La révélation était stupéfiante. Céleste, avant de disparaître, avait confié à sa fille muette la mission de protéger la famille avec ses preuves accablantes. Océane avait gardé ce secret pendant des années, attendant le moment crucial pour révéler ses armes légales. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» demanda Héloïse, encore sous le choc. « Parce que maman m'avait dit d'attendre que nous soyons vraiment une famille, » expliqua Océane avec sagesse. « Maintenant vous êtes mariés. Gabriel a un papa et moi j'ai une maman. Nous pouvons affronter n'importe quoi ensemble. » Cette révélation finale transformait complètement la perception qu'ils avaient des événements. Tout avait été orchestré par Pierre et Céleste pour protéger leurs enfants. L'abandon d'Héloïse sur cette route particulière, la présence providentielle de Mathis, l'arrivée d'Océane avec ses secrets, rien n'était dû au hasard. La fête qui suivit fut mémorable. Les villageois, touchés par cette histoire d'amour née de l'adversité, se montrèrent d'une générosité touchante. Des musiciens improvisèrent des danses traditionnelles. Les femmes apportèrent leurs meilleures spécialités culinaires. Et même les enfants participèrent en offrant des dessins colorés à la nouvelle famille. Quand ils rentrèrent à la cabane le soir, Héloïse et Mathis étaient épuisés mais rayonnants. Océane coucha Gabriel dans son berceau en lui chantonnant doucement une berceuse provençale, sa voix retrouvée emplissant la maison de mélodies oubliées. « Regarde » dit Héloïse en montrant par la fenêtre le petit olivier qu'Océane avait planté pour Gabriel. Il a déjà grandi. Effectivement, l'arbre semblait plus vigoureux, ses feuilles plus vertes et ses branches plus étoffées, comme un symbole de leur famille qui se épanouissait malgré les épreuves. Cette nuit-là, pour la première fois, Héloïse et Mathis partagèrent le même lit en tant que mari et femme. Leur union fut tendre et passionnée, consacrant officiellement l'amour qui avait grandi entre eux au fil des mois. Dans la chambre voisine, Océane veillait sur Gabriel, murmurant des histoires de famille que sa mère lui avait apprises. Au petit matin, Héloïse se réveilla dans les bras de son nouveau mari, avec la certitude absolue qu'elle avait trouvé sa place dans le monde. Gabriel babillait joyeusement dans son berceau. Océane préparait le petit déjeuner en fredonnant et Mathis la regardait avec un amour infini dans les yeux. La nature autour de la cabane semblait célébrer leur bonheur. Les fleurs sauvages avaient poussé où il n'y avait autrefois que poussière. Le sentier de terre était devenu un vrai chemin bordé d'arbres. Et Gabriel grandissait fort et heureux, appelant déjà Mathis « Papa » avec des gazouillis attendrissants. Aucune promesse grandiose ne fut prononcée ce matin-là. Aucun passé ne fut complètement oublié.
Mais la vérité se manifestait autrement, dans les mains qui étendaient sans peur, dans le silence qui ne pesait plus, et dans cette terre provençale qui était enfin devenue un foyer véritable pour recommencer une nouvelle vie. Film da Historia. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'É, Héloïse, Mathis, Gabriel et Océane vous a touché au cœur. Pour poursuivre ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez ici en cliquant sur votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de mettre un « j'aime » à cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la beauté de l'amour sous toutes ses formes. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires pour partager vos émotions.